À la page 5 du chapitre 5, on débute notre étude des paramètres angulaires en comparant le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Jusqu'à maintenant, dans les premiers chapitres, on avait fait de la translation pure, donc un objet qui se déplaçait dans l'espace, soit sur une ligne droite, mais l'objet ne changeait pas d'orientation. On avait souvent ramené notre objet à être un point unique, mais ça pourrait être un objet bizarre avec une flèche incrustée dedans. Mais l'objet est rendu plus loin, mais il n'a pas changé d'orientation, donc il y a eu un déplacement, une vitesse, une accélération. On aurait pu même faire du 2D, on n'a pas vraiment fait avec tous les groupes nécessairement, mais regardez, l'objet s'est déplacé dans l'espace, mais il a la même orientation, le trou, l'encoche est au même endroit. Ça, c'est de la translation pure. Même si on a l'impression ici qu'il a suivi une trajectoire courbe, c'est quand même de la translation, il s'est déplacé dans l'espace. La rotation pure, je ne prendrai pas le temps de lire tout ça, je vous recommande d'arrêter la vidéo, de vous prendre le temps de lire, moi je vais le dire dans mes propres mots. La rotation pure, l'objet ne se déplace pas dans l'espace, il tourne autour de lui-même ou autour d'un axe de rotation. Okay? Donc l'objet était dessiné initialement, puis plus tard, l'objet a tourné. Quand j'ai mis la flèche en pointillé ici, là, je veux dire que l'objet a tourné jusqu'à se rendre ici. Je le ramène à sa position initiale. Donc, ça, on va souvent appeler ça, quand on dessine un objet dans sa position initiale en termes d'angle, on va dire ça, c'est mon angle initial de l'objet. Puis ça, c'est sa position finale ou son angle final. On va dire position finale, mais pour faire la différence avec la position X, on va parler de position angulaire. Okay. Tous les termes qu'on va utiliser, que ce soit position, vitesse ou accélération, pour faire la différence entre est-ce que c'était de la translation ou de la rotation, on va rajouter le terme angulaire. Ceux-là, des fois, on va les appeler vitesse linéaire, accélération linéaire, puis déplacement linéaire. Mais ici, j'ai ma position angulaire. On prend la lettre Y θ au lieu de prendre la lettre Y X. Le delta X, la variation de déplacement, devient une variation d'angle. Donc, on va avoir le delta θ qui va être ma variation de position angulaire. Évidemment, j'ai le delta t qui est ici, comme on l'avait en translation. Ma vitesse, c'est une vitesse de rotation. Dans le monde industriel, c'est principalement en RPM, en rotation par minute. Donc, on a l'équivalent du vecteur vitesse ici, combien de tours que ça fait par minute. Le vecteur est maintenant une flèche tournante qui montre le sens de rotation en même temps. Ici, ça montrait la direction, ça peut être vers l'avant ou vers l'arrière. Mais ici, on tourne dans un sens dans l'autre. Et la lettre réservée pour ça, c'est le VY, c'est la lettre oméga. Puis l'accélération, parce qu'on a des rotations par minute, mais on peut augmenter, on peut être à 10 RPM, un peu plus tard être à 20 RPM, être à 30 RPM, donc augmenter, exemple, de 10 RPM par seconde. Fait que vous voyez, j'ai deux fois la notion de temps. Rotation par minute, puis là, par seconde. Un peu comme l'accélération, on avait mètres par seconde carré. J'ai comme deux fois la notion de temps. On prend la lettre A correspondante de l'alphabet grec, donc c'est la lettre alpha qui est réservée pour l'accélération angulaire. Donc, on voit qu'il y a une correspondance entre les deux. Il y a tellement de correspondance qu'on va voir que quand ça l'entraîne une courroie, bien, le déplacement X de la courroie devient... Il y a une relation entre le déplacement X de la courroie et le déplacement delta θ de l'engrenage d'entraînement de la courroie. Si possible, prenez le temps de lire la page au complet. Là, moi, je vous l'ai dit dans mes propres mots. À la page 6 du chapitre 5 de mes notes de cours, on continue l'introduction de la translation-rotation en discutant de la convention des signes. Phrase très importante, le sens anti-horaire est positif. Les rotations, ça c'est vraiment conventionné. Les rotations s'effectuent autour de l'axe Z. C'est recommandé, je dirais. C'est pas... strictement rigoureux, mais c'est souhaitable. On a trois axes. Souvent, l'axe de rotation, l'endroit où il y a un clou, où il y a un pivot que je peux tourner, ben, je définis que c'est l'axe Z, puis je vais tourner alentour de cet axe-là. Le sens, par exemple, lui, est clairement défini. Dire du anti-horaire, c'est considéré comme du positif. Okay? Donc ça, c'est un angle positif, puis ça, c'est une rotation qui est positive. La vitesse angulaire est comme ça. Et en plus, j'accélère. Fait que l'accélération est positive aussi. Je vais aller de plus en plus vite. Sur ce dessin ici, mon angle est montré positif.
Ma vitesse est montrée positive, donc je tourne positif, mais là j'ai montré une accélération dans l'autre sens. Ça voudrait dire que je ralentis. Je tourne positif, mais de plus en plus lentement. Vous comprenez le principe. On faisait la même chose quand on faisait des translations sur un axe des X. D'ailleurs, on définit souvent l'axe des X comme étant un axe qui est circulaire comme ça alentour. Vous lirez le paragraphe. On avait vu qu'il existait des mouvements à vitesse constante, qu'il n'y avait pas beaucoup d'équations pour les définir. C'est 2 fois la même équation, c'est 3 fois même la même équation, c'est que les termes sont écrits différemment. Donc ça, c'est un mouvement à vitesse constante. Je peux faire l'équivalent, un mouvement circulaire à vitesse angulaire constante. Donc mon angle final, à quel endroit je suis rendu en termes de position angulaire, ça va être égal à... Mais c'est rien que j'écris les variables angulaires correspondantes. Va être égal à ma position angulaire initiale. Puis ma vitesse, c'est devenu des RPM. Ici, ça avait un signe. Ici aussi, ça a un signe. Pour montrer que ça a un signe, c'est le petit indice Z. Okay? Donc, ça a un signe par rapport à mon axe de rotation, par rapport au fait que ça tourne anti-horaire ou horaire. Donc, pour se rappeler que c'est une valeur signée, on écrit dans la formule selon Z. La variation de position va être égale, mais là c'est rien que j'ai ramené lui de ce côté-là du égal, si on veut. Donc va être égal à oméga z fois delta t. Puis on peut isoler le oméga z quand on veut calculer nos vitesses, delta θ sur delta t. Je ne l'ai pas encore dit, puis on va le voir tout à l'heure, mais tous les angles se mesurent en radians. Dans les formules de physique, les angles se mesurent en radians. Tantôt, je vous ai mentionné RPM, rotation par minute. On est habitué en degrés en mathématiques. Il va falloir faire des conversions. Dans les formules de physique, c'est des radians que ça prend. Évidemment, si la vitesse était constante, l'accélération est égale à 0, donc le alpha selon z est égal à 0 dans ce cas-ci. Évidemment, quand on dit selon z, quand ça vaut 0, c'est ni positif ni négatif. J'aurais pu enlever selon z. Une petite lecture du paragraphe. Évidemment, s'il y a le mouvement à vitesse constante, il y a aussi le mouvement à accélération constante. Toutes les équations qu'on avait vues pour un mouvement MUA ou MRUA, mouvement de translation, s'appliquent aussi pour un mouvement rotatif, mais delta x devient delta θ et les vitesses deviennent des oméga. Fait qu'ici, vous écrivez oméga initial selon z, puis alpha selon z. Fait que je vous rappelle que c'est des valeurs avec signe. Ces chiffres-là peuvent être positifs, ces chiffres-là peuvent être positifs ou négatifs. Ici, si j'ai vitesse finale selon x, mais ça c'est vitesse finale angulaire, donc c'est oméga final, puis ça c'est encore l'accélération qui est là. Il y a une différence entre les deux premières équations, tout comme il y avait une différence entre les deux premières équations-là. Il faut faire attention, là j'ai vitesse initiale, puis là j'ai vitesse finale. Donc il y a une différence entre ces deux-là, ce qui vient impliquer une différence au niveau du signe moins. Avec les vitesses moyennes, on peut faire la même chose. Donc, on peut calculer le déplacement avec les vitesses moyennes en connaissant la vitesse angulaire initiale plus la vitesse angulaire finale. Une demi, ces deux choses-là. On se trouve à faire un calcul de vitesse moyenne. C'est pour ça que je peux écrire aussi que c'est égal à la vitesse moyenne fois delta t. Tout comme on avait en translation. L'équation de vitesse finale, c'est évidemment égal à ma vitesse initiale plus l'accélération, mais avec des variables angulaires à la place. Et celle qu'on utilisait souvent pour se dépanner quand on ne connaissait pas le temps, au carré, existe aussi. Mais là, le selon z va tomber, parce qu'évidemment, mettre un signe moins au carré va donner un signe plus. Donc, qu'on mette le signe moins ou pas, ça ne change plus rien dans cette dernière équation-là. À la page 7, on complète la section d'introduction à la translation et la rotation du chapitre 5, en montrant que ça peut sans cesse se complexiser. Premier niveau plus complexe, c'est une roue qui roule. Quelque chose qui est très important pour l'être humain, l'automobile. Donc, ça, c'est la roue, la voiture qui est montrée, mais il va y avoir tout l'objet voiture au-dessus qui va se déplacer en même temps. Mais la roue tourne et avance dans l'espace sur une route. Donc, on faisait des calculs de delta x, delta t, premier déplacement, deuxième déplacement. Mais ça impliquait une rotation de roue. Mais la roue tourne pendant qu'elle fait. Donc, elle possédait une vitesse angulaire oméga, ainsi que l'angle, elle faisait des rotations. Son nombre de rotations augmentait en même temps qu'elle avançait. Donc, on peut parler de la vitesse
par exemple de l'automobile, ou en physique, on parlait de la vitesse du centre de roue. L'essieu avance de façon linéaire sur un axe des X, si on veut, en même temps que la roue tourne, elle, par rapport à un axe Z, comme on a vu tout à l'heure. Fait que les deux mouvements sont là en même temps et ils ont un lien l'un avec l'autre. D'autres types de rotation qu'on avait vu aussi dans le chapitre 4, l'exemple d'une centrifugeuse, donc un objet qui tourne alentour d'un axe de rotation, que l'axe de rotation n'est pas sur l'objet, mais est à l'extérieur de l'objet. Donc l'objet tourne, il peut tourner de cette façon-là. Donc mon centre de rotation est ici. Je vais avancer dans l'espace, j'ai une vitesse. L'objet possède une certaine vitesse sur sa trajectoire pointillée. Puis on a vu au chapitre 4 que c'était lié à l'accélération centripète. Mais c'est un mouvement de rotation aussi, puis on peut donner les RPM de ce mouvement-là. Ici, la référence était toujours dirigée vers le centre, donc l'objet avait un point de référence qui pointait toujours vers le centre. Ça, c'est un mouvement encore un petit peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il y a deux rotations là-dedans. Pour réussir à avoir la flèche, le trou de l'objet toujours vers le bas, il va falloir que l'objet tourne, puis se détourne en même temps. Donc, il y a une rotation en sens inverse. Donc, j'aurais deux mouvements de rotation dans ça. Mais il reste que l'objet avance dans l'espace pareil, et l'objet avance sur l'axe en pointillé, sur le trait pointillé. Donc, il y a toute une combinaison de mouvements qu'on peut faire.